Bonjour à tous, bienvenue en ce jeudi 27 avril pour une autre de nos conférences du GRISOF. Aujourd'hui, on a un conférencier vraiment de marque, un spécialiste des essais cliniques menés en Afrique subsaharienne. Je parle du professeur Jean-Philippe Chipot. Le titre de sa conférence, Pratique des essais cliniques en Afrique. Comme vous savez tous, les essais cliniques constituent une procédure décisive pour l'enregistrement d'un médicament avant sa commercialisation. Cette expérience de constituer un essai clinique indispensable est destinée à confirmer chez l'homme l'innocuité et l'efficacité du médicament avant son utilisation. Donc, le développement des essais cliniques en Afrique favoriserait, par ailleurs, une exploitation de la pharmacopée traditionnelle dans des conditions plus rigoureuses. Cet ouvrage, et le professeur Chipot va en faire allusion, qui vient d'être publié, décrit chacune des étapes de l'essai clinique, de la préparation jusqu'à l'interprétation des résultats, en soulignant les différentes difficultés, les pièges particuliers aux pays en voie de développement, notamment pour l'Afrique. Les coutumes et usages influent également sur la réalisation pratique des essais cliniques, ce qui impose parfois de nombreuses adaptations méthodologiques. Le manuel dont le professeur Chipot va vous parler s'adresse aux professionnels de la santé, aux promoteurs et aux responsables administratifs et politiques des pays africains, appelés à se mobiliser pour que ce continent accède à une véritable indépendance sanitaire. Je rappelle, pour ceux qui sont intéressés, le professeur Chipot va vous donner le lien. Sinon, dans le bulletin, le lien est indiqué. Donc, ce livre, il est gratuit en format PDF et ceux qui voudraient avoir une copie papier, il va falloir développer, c'est-à-dire payer un petit peu d'argent. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au professeur Chipot. Merci beaucoup. Vous avez toujours mon diaporama en plein écran. Hein? Oui, en fait, on n'est pas en plein écran. Nous sommes on voit la diapo qui est présentée à l'heure actuelle et on voit votre diapositive suivante. Si vous êtes capable de passer soit en mode diaporama ou soit en mode avec la petite carte, là, ça va aller. Mais sinon, vous pouvez rester comme ça. Non, mais j'essaye de le... En fait, il faut que j'inverse. Bon, je vais m'y reprendre. Comme ça, c'est parfait. Là, vous l'aviez. Oui, très bien. Comme ça, est-ce que c'est bon? C'est parfait. Mais je ne sais pas pourquoi ça revient. C'est parce que vous êtes sur un grand écran. Hein? Vous avez un double écran, c'est ça. OK, comme ça, c'est bon. Non, mais je vais tout reprendre parce que, voilà. En fait, je l'ai ouvert 2 fois et j'ai une superposition des... Je suis désolé. Ah, oui. Je n'ai pas une... Moi non plus, je n'ai pas une parfaite maîtrise de la... Pendant que le professeur Chipot s'installe, je vous rappelle que ceux qui sont intéressés à ce que leur nom soit sur leur liste, indiquez-le dans le chat, s'il vous plaît, c'est-à-dire dans la bande de discussion. Je m'excuse pour l'anglicisme. Et s'il vous plaît, durant la conférence, éteignez vos micros. Oui, Jean-Philippe, ça saute à nouveau, mais ce n'est pas très grave. Oui, mais je n'arrive pas à le mettre en... Je n'arrive pas À le stabiliser, oui, c'est tout. Je pense que je vais y arriver là, mais... Bon, je vais faire autrement. Est-ce que comme ça... Alors, attendez, Est-ce que comme ça marche? Là, c'est bon.
Si ça te maintient, c'est parfait. Ça se passe comme ça alors. Oui, c'est Donc, bon. je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent pour cette présentation. Alors, en fait, c'est un ouvrage qui est un peu ancien, enfin, qui est même ancien et que je suis en train de réactualiser. Donc là, vous allez avoir des explications qui correspondent à l'ouvrage ancien, mais avec l'actualisation qui est en cours. Dans voilà. Donc, je vais rapidement faire un rappel sur l'accès aux médicaments en Afrique. Toujours très rapidement, reprendre le développement d'un médicament depuis la recherche fondamentale jusqu'à la vente du médicament aux usagers, après l'AMM. Nous allons discuter encore très rapidement des aspects communs à tous les essais cliniques. Enfin, je vais vous montrer qu'il y a quand même des bases fondamentales que l'on doit respecter, quel que soit l'endroit où se déroulent l'essai clinique. Et puis, nous allons aborder les aspects spécifiques à l'Afrique subsaharienne, particulièrement les aspects éthiques, mais aussi logistiques et économiques. Donc, le marché du médicament dans le monde, vous voyez que l'Afrique est finalement relativement peu représentée, avec 2% du marché mondial. Et si on considère le nombre d'habitants concernés en Afrique et au Moyen-Orient, ça ne représente plus que 1% du marché. Donc vous voyez que l'Afrique est un petit peu en dehors des circuits commerciaux du médicament, et ça explique en grande partie pourquoi les essais cliniques en Afrique ont été développés très tardivement et pourquoi ils posent un certain nombre de problèmes encore aujourd'hui. Donc cet accès aux médicaments, je l'entends évidemment sous un sens très large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le médicament, la molécule telle qu'on l'a définie dans la médecine scientifique, dans la médecine moderne, mais il y a aussi toutes les préparations, y compris d'ailleurs les préparations magistrales qui existaient auparavant, que l'on connaissait en Europe et en Amérique, mais aussi les équipements, les dispositifs médicaux, etc. Par exemple, en Afrique, les essais concernant les moustiquaires imprégnés sont effectués, sont réalisés exactement de la même manière qu'un essai médicamenteux. Donc, c'est applicable à un très large éventail de produits qui ne sont pas que des médicaments. Et en Afrique, la distribution du médicament est assez différente de ce que nous connaissons en Europe et en Amérique du Nord en particulier. Il y a bien entendu la distribution par le système de santé, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les centres de santé, les dispensaires, etc. Bien évidemment aussi les pharmacies privées qui existent en Afrique, on le sait, mais il y a aussi l'utilisation du médicament par la médecine traditionnelle et de façon plus générale, ce que l'on appelle la pharmacie parterre, avec tous les problèmes que ça pose, de produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité, qui sont même assez souvent des faux, des produits falsifiés, dont le dosage est assez variable. Il peut même y avoir aucun principe actif dans certains médicaments, et avec des indications qui sont les indications du pharmacien par terre, si j'ose dire, et qui ne sont pas forcément applicables et correctes. Donc la perception culturelle des différents termes que je vais employer doit être considérée par rapport effectivement à la culture de chacun. Et ce que nous entendons par soigner et guérir n'a pas forcément le même sens en médecine, par exemple en médecine traditionnelle, on va le voir, de même que l'empirisme est très présent dans la médecine traditionnelle, alors que dans la médecine dite la médecine des preuves, je vous recommande à ce sujet-là le livre remarquable de Harry Marks sur la médecine des preuves, Evidence-Based Medicine, qui explique comment est arrivée cette médecine-là, comment sont arrivés les essais cliniques à partir de la rationalité du produit, du médicament,
et de la conception de la maladie. Le traitement traditionnel, comme son nom l'indique, est issu de la tradition, c'est-à-dire qu'il n'entend pas, il ne comprend pas d'expérimentation ou de transformation autre qu'une transformation manuelle. Par exemple, la décoction de plantes, la macération éventuellement, évidemment des mélanges de plantes, mais d'une façon générale, il n'y a pas de transformation du produit comme nous l'entendons dans la médecine moderne, et en particulier, il n'y a aucune expérimentation qui est faite dans la médecine traditionnelle. Le médicament, la plante, est sélectionnée sur son aspect parce qu'il évoque une maladie. Par exemple, une fleur jaune va être utilisée dans le cadre de l'hépatite, de la jaunisse, parce que la couleur rappelle la jaunisse. Il y a d'autres peut être faites sur des légendes, sur même des révélations. Un thérapeute traditionnel peut avoir une révélation comme ça au cours d'un rêve, au cours d'une discussion, et découvrir qu'une plante a telle ou telle propriété. Dans la légende, on raconte que tel animal s'est soigné en mangeant, en avalant telle plante, et donc par conséquent, on va associer la plante à un certain nombre de maladies. Donc, il n'y a pas non plus de préparation galénique au sens où nous l'entendons. Donc, ce traitement-là, il existe et il va falloir aussi en tenir compte lorsque nous allons proposer aux patients des médicaments. Donc, le médicament moderne, lui, il est issu d'une recherche fondamentale qui cherchait à comprendre un phénomène, et à partir de ce que l'on appelle maintenant le criblage à haut débit, on va sélectionner parmi quelques milliers de molécules une centaine qui va avoir une activité biologique intéressante ou une pharmacologie, c'est-à-dire une distribution dans l'organisme et un processus d'élimination qui est compatible avec une utilisation médicamenteuse. Il va y avoir des modélisations, etc. Je vais y revenir très rapidement. Mais il y a aussi une phase d'expérimentation sur l'animal. Il y a des transformations chimiques, je vais y revenir aussi. Et finalement, il va y avoir l'essai clinique qui va sanctionner in fine, mais pour une molécule, à partir des dizaines, des milliers ou des centaines ou des milliers de molécules de départ, qui va en sélectionner une qui va être candidat médicament, et à la suite de l'essai clinique qui va devenir effectivement un médicament. Donc vous voyez ce cheminement dans le développement d'un médicament. On part tout à fait à gauche, on part de la recherche fondamentale. Il y a par exemple 10 000 molécules qui sont testées, qui sont passées sur un banc pour avoir un criblage extrêmement rapide, pour éliminer toutes les molécules qui ne paraissent pas avoir une activité intéressante, ou en tout cas pas suffisamment intéressante. Ensuite, on arrive aux leads, qui sont des molécules dont la conformation est plus qui est plus favorable à une utilisation médicamenteuse, et on va passer à une recherche expérimentale sur l'animal d'une dizaine de ces molécules pour finalement arriver à la recherche avant de passer le stade de l'enregistrement pour avoir une autorisation de mise sur le marché et les études post-marketing. Si je prends par exemple le captopril a été développé à partir d'un peptide qui a été isolé du venin d'un crotte, le Botrop. C'est donc une molécule, c'est un peptide important en haut, sur la les études prédisaient une partie de la molécule avec un intérêt pharmacologique, et à partir
remodélisation d'une transformation de la si vous pouvez couper votre micro parce que j'ai du mal à m'entendre moi-même d'ailleurs. Merci beaucoup. Je suis désolé, je ne suis même pas capable de désactiver leur son. Non, mais c'est pas grave. Et donc, à partir de là, vous obtenez tout à fait en bas à droite le captopril, qui est en fait un lead. Hein. Le captopril est une molécule qui a été utilisée pendant assez longtemps comme antihypertenseur, mais il y a d'autres molécules qui en sont issues et qui sont modifiées par rapport à cette molécule de façon à être plus adaptées au traitement contre l'hypertension. Donc voilà comment est conçu aujourd'hui le médicament dans la médecine scientifique, la médecine moderne. Donc les objectifs des essais cliniques, c'est d'abord d'établir la sécurité d'un traitement. Il est effectivement très important que le médicament que nous allons utiliser ne soit pas dangereux pour le patient. Et donc, avant même l'efficacité, il va falloir vérifier son innocuité. Ensuite, bien évidemment, on va évaluer l'efficacité, on va expliquer les propriétés du traitement ou de l'intervention par cet essai clinique qui va permettre de déterminer la causalité qui va permettre de montrer la cause du phénomène morbide que l'on cherche à traiter. C'est l'objet de l'essai clinique explicatif. Je vais revenir sur ce concept dans quelques diapositives. Et puis ensuite, on va pouvoir aller un petit peu plus loin au cours des essais cliniques successifs pour déterminer la voie d'administration, la voie veineuse, la voie péros, etc., et la dose, de manière à ce que cette dose soit bien évidemment à la fois bien tolérée et efficace. Et puis, on verra qu'il y a, et ça c'est particulièrement important en Afrique, essayer de mesurer le rapport coût-bénéfice et d'avoir une utilisation optimale du produit dans les meilleures conditions possibles, notamment économiques et logistiques. On verra cet aspect-là qui est très important en Afrique. Donc la distribution mondiale des essais cliniques, j'ai pris il y a une quinzaine de jours cette photographie, enfin cette représentation de la distribution des essais dans le monde, et vous voyez que alors qu'aux États-Unis, il y a 161 291 essais cliniques en cours en ce moment, eh bien en Afrique, on est seulement à 16 257. Donc vous voyez qu'il y a un écart très important et que l'Afrique n'est pas l'endroit où il y a le plus d'essais cliniques. Et si on fait un focus sur l'Afrique, on s'aperçoit que, eh bien, il y a évidemment donc ces 16 257 essais cliniques dont la majorité sont en monocentrique. Hein. Il y a quelques essais qui sont en multicentrique, ce qui fait que, en réalité, les chiffres qui sont dans certains de ces pays comprennent des essais cliniques communs à plusieurs pays. Hein. Et vous avez la répartition. Vous voyez que dans les pays francophones, finalement, on n'a que 1824 essais cliniques sur les 16 257 qui ont cours actuellement. Donc, je reviens sur les phases des essais cliniques de façon beaucoup plus resserrée avec les fameuses 4 phases d'essais cliniques. La phase 1, c'est une phase qui est véritablement expérimentale. Elle est destinée à des volontaires sains qui sont recrutés de différentes manières, mais dont on vérifie effectivement à la fois qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont véritablement volontaires, d'ailleurs, ils ne sont pas rémunérés, du moins en France et dans les pays francophones en général, ils ne sont pas rémunérés, ils sont indemnisés en revanche, puisqu'on leur prend du temps de travail. Ils sont en général un petit nombre, hein, entre 10, 20, rarement plus, et là, nous allons tester uniquement l'innocuité et la tolérance. Si cette phase est concluante, nous allons passer à la phase 2, qui cette fois-ci s'adresse à des patients, à des malades, avec un nombre un petit peu plus élevé, une centaine,
quelquefois un peu moins, quelquefois un peu plus. Et cette phase 2 a pour objectif essentiellement de vérifier la tolérance, cette fois-ci un peu plus finement que lors de la phase 1, et nous abordons l'efficacité, et ce sont les premiers tests d'efficacité de la molécule. La phase 3, qui a lieu si la phase 2 a été concluante, éventuellement il peut y avoir plusieurs essais cliniques de phase 2 pour un même médicament, de façon à préciser un certain nombre d'éléments. Dans la phase 3, qui cette fois-ci s'adresse à un assez grand nombre de patients, environ 1000, quelquefois un peu plus, nous allons toujours vérifier, bien entendu, la tolérance et l'efficacité de façon plus fine, et nous allons là, cette fois-ci, rechercher la dose optimale, le mode d'administration le meilleur et différents paramètres qui vont rentrer dans l'indication, enfin dans la prescription médicamenteuse. Ensuite, il y a le passage auprès de l'Agence de régulation du médicament pour la délivrance de l'AMM, de l'autorisation de mise sur le marché. Et à partir de là, le médicament va être commercialisé selon les prescriptions qui auront été faites par l'Agence de régulation. Ensuite, il y a, alors que le médicament est commercialisé, qu'il est utilisé avec une certaine indication et une posologie et des éléments bien précis, il peut y avoir d'autres essais cliniques qui vont avoir lieu, toujours sur un même nombre de malades, assez grand, quelquefois moins important en dessous de 1000, mais en général c'est au-dessus de 1000. D'abord pour vérifier la tolérance, et en particulier s'il y a des événements indésirables rares, pour éventuellement étendre les indications, pour repositionner la molécule, c'est-à-dire pour l'utiliser pour d'autres indications, et pour avoir une idée plus précise de la pharmacovigilance. Donc cette phase-là, c'est une phase qui est très utile en Afrique, puisque dans la grande majorité des cas, les médicaments sont testés dans les pays industrialisés, en Europe ou en Amérique, et donc il est très intéressant de voir s'ils sont aussi bien adaptés aux patients africains qu'aux patients européens ou américains, et donc il peut être extrêmement intéressant et pertinent de réaliser des phases 4 en Afrique à partir de médicaments qui ont une AMM, surtout si cette AMM est récente. Donc cette première phase, au cours de laquelle nous allons tester l'innocuité et puis ensuite les phases suivantes, la tolérance, cette innocuité, cette tolérance, c'est évidemment pour mesurer la fréquence et la gravité des effets indésirables. Lors des premières phases d'essais cliniques randomisés, ECR, pour essais cliniques randomisés, c'est une estimation grossière puisque nous allons avoir relativement peu de personnes, peu de sujets ou de patients qui sont testés dans ces essais cliniques. C'est le moment où on va également affiner la pharmaco. On va voir quels sont les éléments qui vont rentrer dans la pharmacovigilance qui va être développée plus tard lorsque le médicament sera distribué, lorsqu'il aura l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, qui sera distribuée de façon plus générale. Cette pharmacovigilance, qui est très défaillante en Afrique, il faut bien le dire, est un élément extrêmement important pour mesurer les effets indésirables rares. Alors, les critères, ce sont des critères assez classiques qui sont fondés sur le délai d'apparition de l'effet secondaire, enfin des effets indésirables après la prise du médicament. En général, c'est un temps très court. L'arrêt du traitement, l'arrêt des symptômes lorsque l'on stoppe le traitement, ce qui est une indication assez bonne du rôle du médicament dans l'apparition de ces effets indésirables, de ces symptômes. Une typologie consensuelle des symptômes, ça c'est très important aussi. C'est généralement on parle de symptômes cutanés, de symptômes digestifs. Enfin, il y a un certain nombre de symptômes qui sont évocateurs d'effets indésirables. Et puis, on cherche à éliminer des interprétations culturelles et voir si ces symptômes se reproduisent
notamment dans la population, qui est traitée. L'efficacité, alors là, le mot français ne recouvre pas la richesse, enfin, paradoxalement, l'anglais est beaucoup plus précis que ne l'est le français en termes d'efficacité. Ce que les anglo-saxons, l'anglais, précisent dans les trois termes qu'il utilise traduisant le mot français efficacité, c'est efficacy, effectiveness and efficiency. Ce sont des performances qui se situent à des niveaux différents. L'efficacité, c'est ce sont les performances en conditions contrôlées. Ça, c'est propre à l'essai clinique randomisé, c'est-à-dire que c'est véritablement l'efficacité dans des conditions qui sont extrêmement précises. Je vais y revenir parce que c'est très important. L'effectiveness, c'est à un niveau un petit peu plus large et qui sont dans les conditions réelles, par exemple en milieu hospitalier, où cette fois-ci, les patients ne sont pas sélectionnés, ce sont les patients qui arrivent à l'hôpital et on va voir chez ces patients qui ne sont pas inclus sur des critères limités, précis, comme dans les étapes précédentes, on va voir quel est le niveau de performance. Et enfin, l'efficiency, qui est probablement le plus important en Afrique, ce sont les performances en situation, ce que j'ai appelé en situation économique, c'est-à-dire par rapport à une situation réelle beaucoup plus large que simplement le milieu hospitalier, mais aussi dans l'ensemble des conditions. Et on va voir que cette fois-ci, nous allons nous référer non plus à l'essai clinique randomisé explicatif classique, tel que je l'ai décrit il y a un instant, mais à ce que l'on appelle un essai clinique randomisé pragmatique. Et je vais revenir sur cet essai clinique randomisé pragmatique plus en détail parce qu'il est vraiment adapté à l'Afrique subsaharienne. Ce qu'il faut déjà dire, et je vais y revenir parce que c'est l'effet randomisé explicatif privilégie la validité interne, c'est-à-dire qu'il va être extrêmement rigoureux sur le plan des critères et donc finalement ne va concerner que la population qui a été incluse dans l'essai clinique. Et donc, ils sont très difficilement généralisables. Alors que, à l'inverse, les essais cliniques, mais je vais détailler ça un petit peu plus, les essais cliniques randomisés pragmatiques favorisent la validité externe, c'est-à-dire l'ensemble de la population, et donc va nous permettre d'une part de réduire les contraintes méthodologiques, ça c'est intéressant, mais surtout d'avoir une généralisation de nos résultats. Donc, les essais cliniques randomisés, ils ont les mêmes buts, les mêmes objectifs dans les pays industrialisés, en Europe ou en Amérique, qu'en Afrique subsaharienne, mais pas avec la même hiérarchie. À gauche, il y a dans la colonne les différents objectifs, enfin pas tous, mais les objectifs principaux, hiérarchie du plus important en haut jusqu'au moins important ou au moins fréquent en bas dans les pays industrialisés, et vous avez la même chose dans la colonne de droite pour les pays d'Afrique subsaharienne, en Afrique subsaharienne. Et vous voyez que dans les pays industrialisés, on va viser l'augmentation de l'efficacité, ce qui n'est pas forcément le principal souci, le principal objectif en Afrique subsaharienne. En revanche, en Afrique subsaharienne, on a intérêt à réduire les effets, à avoir des médicaments dont les effets indésirables sont moindres, parce qu'on a une prise en charge des effets indésirables qui est beaucoup plus complexe. De même, on essaye assez volontiers dans les pays, bien entendu, on essaye de réduire les effets indésirables dans les pays industrialisés, mais ça vient en seconde position. Donc, vous voyez que, sans rentrer dans les détails, vous voyez que les objectifs que nous allons poursuivre en Afrique subsaharienne pour ces essais cliniques randomisés explicatifs ne sont pas hiérarchisés de la même façon que dans les pays industrialisés. Ah, non. Ça ne veut plus passer.
Voilà. Donc, ce que l'on appelle les essais cliniques randomisés explicatifs, ce sont les essais cliniques randomisés classiques tels qu'on a l'habitude de les faire, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, et ils visent à comparer deux traitements chez les patients. Alors, dans la phase 1, chez les sujets sains, mais dans la phase 2, les phases 2 et 3, et évidemment 4, chez les patients. Ce sont des essais contrôlés et tous les paramètres sont identiques dans chacun des deux groupes, sauf le traitement. Et il y a, de façon à ce qu'on puisse être certain d'avoir une analyse avec une très forte validité interne, il n'y a une seule variable qui change et qui est le traitement, et qu'un seul critère d'efficacité. En principe, quelquefois, on en met 2 ou 3, mais on en met le moins possible parce que plus vous augmentez le nombre de critères et plus l'essai clinique devient compliqué à organiser et moins le résultat est pertinent. Donc, on va viser une seule variable qui est le traitement et un seul critère de décision par rapport à ce traitement. L'homogénéité et la représentativité des sujets, c'est l'objet de toutes les contraintes méthodologiques de ces essais cliniques randomisés explicatifs. C'est avant le traitement la randomisation. Pendant le traitement, c'est l'aveugle et des procédures rigoureusement identiques, c'est-à-dire que les patients des deux groupes recevront exactement les mêmes soins de façon identique pour tous les médicaments et tous les soins qui leur sont administrés, sauf le traitement que l'on cherche à tester et qui sera comparé à un placebo ou à un autre traitement dont on connaît déjà l'efficacité. Et après le traitement, on vérifie la validité du témoin et on mène une analyse statistique extrêmement rigoureuse. Donc, il nous faut un assez grand nombre de patients, ce qui demande du temps et ce qui pose des problèmes éthiques. Il y a d'ailleurs d'autres problèmes éthiques qui se posent au niveau de l'essai clinique randomisé explicatif. Par exemple, le placebo, par exemple, l'aveugle. Donc ça, on va y revenir. Je rappelle que la méthodologie est extrêmement contraignante volontairement, puisqu'on cherche à avoir une réponse extrêmement précise sur le plan statistique. Le coût, bien entendu, est élevé. Et puis, on a deux éléments qui sont très limitants, qui est d'abord cette validité externe qui est très médiocre et qui donc fait que le résultat n'est pas généralisable à des patients qui ne sont pas rigoureusement identiques à ceux qui ont été utilisés pour l'essai clinique. Et ça peut être extrêmement gênant. Et d'autre part, on accepte a priori l'absence de réponse. C'est-à-dire que si on n'a pas des statistiques montrent qu'il n'y a pas de différence entre les deux traitements, eh ben, on ne saura pas lequel choisir. Est-ce qu'on peut questionner la légitimité des essais cliniques randomisés en Afrique subsaharienne? On peut toujours poser la question, mais et on pose la question en particulier face à la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle n'est absolument pas basée sur la même rationalité du rationnel. Donc, c'est effectivement difficile d'expliquer aux investigateurs, aux autorités sanitaires, mais aussi et surtout aux patients, cette démarche intellectuelle de l'essai clinique randomisé, alors qu'il n'est pas du tout dans les habitudes de la population. Il faut rappeler que la médecine traditionnelle est une médecine qui est autosuffisante et qui est basée sur la tradition. Elle est autosuffisante dans le sens où le guérisseur a établi la preuve et légitime son acte par rapport à la guérison. Si le patient est guéri, c'est que ce qu'il a fait était bien. Alors que dans la médecine scientifique, la médecine moderne, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toute une explication rationnelle et une causalité entre le médicament, enfin, qui explique l'efficacité du médicament. Donc, sur le plan intellectuel, sur le plan même éthique, il est assez difficile d'expliquer tout ceci. Je fais juste une parenthèse. La médecine traditionnelle que l'on connaît en Afrique subsaharienne n'a strictement rien à voir avec les médecines alternatives et dites complémentaires
que l'on connaît en Europe, qui se développent d'ailleurs en Europe et en Amérique, hein, c'est-à-dire l'homéopathie, l'acupuncture, etc., hein, qui sont des médecines qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne s'opposent pas et elles ne se substituent pas à la médecine scientifique, elles sont en plus, et donc, par conséquent, et puis dans un contexte socio-économique qui est aussi très différent. Donc, ce qui ne change pas dans les essais cliniques en pays industrialisés, en Europe, en Amérique et en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, c'est cette liste que j'ai mise ici et que je développe dans l'ouvrage que vous voyez à droite, Pratique des essais cliniques en Afrique, avec ces problèmes de contexte et justification scientifique. On ne fait pas un essai clinique sans le justifier. La clarté, la pertinence des objectifs. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui écrit sur l'écran. Respect des personnes et de la confidentialité, ça s'applique évidemment partout. Les fondements expérimentaux de l'essai clinique, évidemment, enfin tout ceci est évidemment identique, quel que soit le pays. Ce qui doit en revanche être adapté, c'est le référentiel éthique, et je vais revenir là-dessus, c'est un élément extrêmement important. Même si on doit respecter, s'il y a une certaine universalité de l'éthique, il y a quand même des contextes différents, je vais y revenir. L'encadrement juridique, c'est un problème qui est important parce que les aspects juridiques ne sont pas les mêmes. Chaque pays a ses lois, et donc par conséquent, qui définissent la responsabilité, qui définissent la majorité, par exemple, des personnes. Hein, ils peuvent être majeurs à 18 ans, à 21 ans, donc tout cela doit être pris en compte. L'autorité, notamment l'autorité parentale, tout cela est défini par un cadre juridique qu'il faut prendre en compte lorsque l'on rédige le protocole. L'information et le recueil du consentement communautaire et individuel, ce sont deux choses, je vais y revenir, qui sont essentielles si on veut éviter les problèmes lors du déroulement de l'essai clinique. Le choix des variables, ça c'est un aspect plutôt logistique et économique. Le problème des rumeurs, qui est un problème, ça existe partout, les rumeurs, je suis bien d'accord, mais ça peut revêtir en Afrique des proportions extrêmement importantes. Et les aspects de valorisation qui sont aussi à considérer de façon très spécifique en Afrique subsaharienne. Donc les fondements de l'éthique, bien évidemment, on va faire référence aux philosophes antiques, et en particulier Aristote, qui a pensé d'abord à la place de l'homme dans la nature et dans la société, et donc qui a défini cette place, ce qui a été ensuite repris par les autres philosophes antiques et qui a été pris en compte, notamment avec l'apport du christianisme, Saint Augustin et Thomas d'Aquin, qui ont bien défini que même si l'homme est une personne créée par Dieu, elle a une conscience, et c'est cette notion de conscience qui va faire évoluer la vision de la personne dans la société jusqu'à la philosophie, jusqu'aux philosophes classiques, hein, Descartes, Rousseau et particulièrement Kant, avec la découverte du monde, puisque c'est la période des grandes découvertes, la découverte de l'Amérique d'abord, et donc d'autres peuples, d'autres horizons, et la définition de l'autonomie de l'individu, particulièrement avec Kant, hein, dont la motivation de la personne d'un acte est beaucoup plus importante que les effets de cet acte. Et ça a des répercussions sur l'éthique moderne. Les philosophes modernes ont évidemment rajouté un certain nombre d'éléments, dont l'inconscient et le libre arbitre, hein, avec Freud et Sartre respectivement, Marx, le matérialisme dialectique, tout cela a été combiné. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier les philosophes africains, Kagame, Untonji, Diagne, etc., et en particulier qui ont, eux,
conçu les apports extérieurs, l'islam, qui est d'ailleurs quelquefois oublié par certains philosophes, et bien évidemment la colonisation et la néocolonisation. Et du fait que cette colonisation est récente, pour ne pas dire actuelle, entre guillemets, évidemment, ça prend un aspect extrêmement important. Mais il ne faut pas non plus oublier la tradition orale, qui, elle, est beaucoup plus ancienne et qui va modeler, évidemment, l'éthique africaine, avec un aspect très particulier sur lequel je vais revenir, qui est l'autonomie de la personne au sein de sa communauté. Et c'est cette dualité, c'est presque une dialectique entre l'autonomie individuelle et la communauté qui peut poser des problèmes éthiques lorsque l'on mène un essai clinique. Alors bien sûr, il faudrait parler aussi plus longuement, mais je ne vais pas le faire, des référentiels et des textes normatifs depuis la Seconde Guerre mondiale en réponse aux atrocités nazies, mais aussi à d'autres événements dont je parle dans le livre, et qui sont des tout premiers essais cliniques qui ont été menés en dehors de ceux menés par les nazis, Tuskegee par exemple, enfin un certain nombre d'exemples qui montrent que les bases éthiques n'étaient pas présentes et donc ont posé des problèmes. Le code de Nuremberg, donc en réponse aux atrocités nazies, qui pose clairement la responsabilité du chercheur avec le consentement du sujet et qui évoque les problèmes de vulnérabilité qui seront développés plus tard, notamment en termes par rapport aux pays du Sud, par rapport aux communautés des pays défavorisés, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie et en Amérique latine, tel que ça a été développé par les lignes directrices du CIOMS et de l'OMS en 1982, la déclaration de Manille, qui est un élément extrêmement important, et plus récemment, les bonnes pratiques cliniques. Donc tous ces textes-là, évidemment, doivent être pris en compte lorsque l'on rédige le protocole de ces cliniques. Alors, l'éthique est-elle universelle? C'est une question qui revient régulièrement et je pense que personne n'est véritablement capable d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir tenir compte absolument de l'autonomie et du libre arbitre, c'est-à-dire du consentement individuel de la personne, et ça, à travers une information qu'on lui délivre. Cette information doit être sincère, objective, accessible et complète. C'est la définition. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. Le principe de bienfaisance, il faut que le patient tire un bénéfice individuel. Mais en Afrique subsaharienne, il y a l'aspect du bénéfice collectif de la société, de la communauté plus exactement. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Le principe de justice, on va voir aussi comment il se pose en Afrique subsaharienne, avec une répartition égale des ressources, des bénéfices et des contraintes. Il faut que tout le monde soit servi dans tous les sens du terme de la même manière, avec des sujets à risque, comme les femmes enceintes ou ceux qui sont exposés de façon particulière à une pathologie, des sujets vulnérables en raison de la réduction de leur autonomie, notamment physique, mais aussi intellectuelle, etc. Et puis le principe d'équité, qui se distingue un petit peu de l'égalité et qui complète le principe de justice et qui entend proposer des modalités de répartition des bénéfices, charges et contraintes en fonction d'un certain nombre de paramètres qui, évidemment, doivent être clairement définis. Le principe d'autonomie en Afrique subsaharienne, c'est un principe qui est complexe parce que dans beaucoup de communautés subsahariennes, la place de la personne au sein de la communauté est complexe. Kuhlmann disait « nous sommes, donc je suis », c'est-à-dire qu'il pose l'individu, l'autonomie individuelle par rapport au vécu, par rapport aux normes de la communauté. Et s'il a, juste avant, mais à la même période, précise bien et dit bien le « nous », entre guillemets, il le souligne, je ne l'ai pas fait là, mais le « nous » passe avant le « moi ». Et ça, c'est un point extrêmement important. Ça veut dire que
il faut un consentement communautaire, parce que si la personne n'a pas l'aval de sa communauté, et en particulier du représentant, le chef de village par exemple, le chef de quartier, le responsable de cette communauté, s'il n'a pas l'aval, s'il ne donne pas son aval, l'individu, le sujet ou le patient aura beaucoup de mal à lui donner son accord. Mais il faut aussi le consentement individuel, parce que le principe même d'autonomie est individuel. Et donc, par conséquent, il faut, et on va voir qu'il va y avoir des problèmes qui peuvent se poser, parce que lorsque l'on demande un consentement communautaire et que le chef de village donne son accord, il ne faut pas pour autant considérer que tous les villageois doivent nécessairement donner leur accord. Et ça va être très compliqué à mettre en œuvre. On a donc des contradictions possibles entre ces deux consentements. Il faut évidemment éviter toute humiliation, que ce soit au niveau du responsable de la communauté ou au niveau de l'individu, au niveau de la personne. Ça, c'est fondamental. Et on a développé, par exemple, au Niger, dans le centre d'essais cliniques que j'avais à Niamey, ce que l'on a appelé le refus honorable, c'est-à-dire présenter un critère incontournable, obligatoire, même si pour nous il n'a aucun intérêt et aucune importance, mais on le présente comme obligatoire de façon à ce que la personne puisse trouver une échappatoire. Je prends un exemple. Nous suivons des personnes à la suite du traitement et nous exigeons que la personne se présente 3 mois après l'administration du produit pour que nous puissions voir quel a été l'effet du produit. Ce n'est pas forcément une nécessité pour nous, parce que finalement, si on a les résultats au bout d'une quinzaine de jours, généralement, c'est suffisant. Si c'est une maladie courte, je ne parle pas des maladies chroniques, bien évidemment, mais une maladie courte ou un vaccin, on n'est pas forcément obligé de revoir le patient au-delà d'une certaine limite de temps. Mais si l'on pose cette exigence, la personne peut alors dire « Ah, mais vraiment, je voudrais bien participer à l'essai clinique, mais là, je ne peux pas, parce que ce jour-là, à ce moment-là, je ne serai pas présente, je serai ailleurs. » Et donc, par conséquent, on peut lui dire « Bon, ben, tant pis, vous n'entrez pas dans l'essai clinique. » Et vis-à-vis du responsable de la communauté, il n'y a pas un refus. Il y a eu simplement le fait que la personne ne pouvait pas participer pour des raisons qui sont indépendantes du consentement communautaire. Donc, ce refus honorable, il faut y penser à l'avance, il faut le présenter suffisamment tôt pour que la personne puisse refuser une inclusion, puisse refuser de participer à l'essai clinique à temps. Évidemment, il faut que l'information qui est donnée par l'investigateur soit bien comprise. Il y a des aspects linguistiques, ça paraît évident, mais surtout des aspects conceptuels. Les termes, les mots ne sont pas les mêmes, ne sont pas compris de la même façon. Les aspects linguistiques, on peut les résoudre relativement facilement en traduisant dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on traduit du français aux Zarma, par exemple, ou au Lingala, et ensuite on demande à un autre traducteur de retraduire le texte Lingala en français. Et on voit si c'est cohérent. S'il n'y a pas de cohérence, c'est qu'il y a eu un problème au niveau de la traduction ou au niveau des concepts. Et puis ensuite, il y a un problème qui peut se poser avec le recueil et la formalisation du consentement. Par exemple, j'ai vécu dans plusieurs pays le problème de la signature du consentement. Outre le fait qu'un illettré aura du mal à signer et ne voudra pas en public ou en tout cas devant quelqu'un signer d'une croix, ce qui marquerait son illettrisme, il peut considérer que la signature, à partir du moment où il y a le consentement du responsable de la communauté et où lui-même a donné son consentement, la signature n'est pas nécessaire. La signature est une invention coloniale. Avant, il n'y avait pas de signature. Quand on donnait sa parole, la parole suffisait. Pourquoi, dans un essai clinique,
la parole ne suffit plus. Pourquoi faut-il nécessairement une signature? Et j'ai même vu un promoteur exiger une signature lisible, à l'américaine, si j'ose dire. Pas une griffe, une signature lisible. Et là, ça peut devenir assez complexe. Donc, ce recueil du consentement, il ne faut pas oublier que c'est un acte invasif, c'est très important. Hein. Quand on recueille le consentement, on demande quelque chose de… Donc, ça résume ce que je viens de dire. Hein. Donc, éviter le conflit. Pour nous, la légitimité du consentement collectif est relativement faible. Il nous faut absolument le consentement individuel, ce problème de signature que je viens de citer. Et les causes de refus, alors, elles sont multiples. Ça peut être les prélèvements, par exemple. Prélèvement de sang qui affaiblit ou une utilisation du sang qui n'est pas claire pour la personne. Est-ce qu'on ne va pas vendre le sang? Ou est-ce qu'on ne risque pas de l'utiliser pour jeter un sort, par exemple? L'information, quand elle est trop complexe, et quelquefois elle est extrêmement complexe, certains promoteurs mettent 5, 6 jusqu'à 10 pages d'explications, et quand c'est trop compliqué, beaucoup de personnes se disent que ça cache quelque chose qui n'est pas normal. Il y a la contradiction entre le consentement et le traitement aussi est souvent présente. Le patient vient à l'hôpital pour se faire soigner. Donc, a priori, il est consentant. Pourquoi on lui demande un consentement supplémentaire? Il est venu de lui-même. On n'est pas allé le chercher. Il vient à l'hôpital et on lui dit, voilà, on va te faire quelque chose et il faut que tu signes. Pour lui, il ne venait pas du tout pour ça et donc ça lui pose problème. La notion de placebo, bien évidemment, c'est une notion c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, même d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Ils viennent pour un médicament, ils ne viennent pas pour un produit qui n'a pas d'effet, a priori. Le problème de la gratuité de la prise en charge s'est posé plusieurs fois dans des essais cliniques que j'ai menés, certains considérant que c'était suspect. Attendez, je viens à l'hôpital pour me faire soigner, j'ai l'habitude de payer, et là, tout d'un coup, vous me dites que c'est gratuit. Pourquoi vous me le donnez gratuitement? Quel est l'échange dans cette transaction? Et ça, c'est très difficile à expliquer que pour nous, à partir du moment où c'est un essai clinique, le traitement que nous testons doit être gratuit. Mais le patient ne l'entend pas de cette façon-là, et donc ça peut lui poser des problèmes. Il faut quand même dire que plus on a de refus au moment de l'inclusion, moins on a de perdu de vue. Et donc, on a intérêt à être très clair et à être très précis, à être détaillé même, dans les différentes… dans le protocole, dans ce que l'on va faire au patient, et donc accepter son refus, parce que ça évitera très probablement de nombreux perdus de vue par la suite. Le principe de bienfaisance en Afrique subsaharienne, c'est là aussi basé sur la perception de la maladie et l'itinéraire thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut le traitement que l'on va proposer aux patients lors de l'essai clinique, il faut qu'il soit utile, bénéfique pour le patient. Or, pour le patient, la maladie n'est pas comme chez nous, n'a pas une seule étiologie, mais il y a d'une part l'origine, qui est souvent surnaturelle, et la cause, qui elle est beaucoup plus rationnelle. Je prends un exemple. Quelqu'un est mordu par un serpent. Il a une envenimation. La morsure de serpent, et l'envenimation donc, a pour origine un sort qui a été jeté. Et l'envenimation a pour cause le venin. Donc, on peut très bien comprendre que le patient veuille aller d'abord voir le thérapeute traditionnel qui va s'occuper de l'origine et le médecin ensuite va s'occuper de la… Donc, il va falloir gérer ça au niveau de la prise en charge. Les contraintes, par ailleurs, sont beaucoup plus précises pour le patient que les risques. J'entends par contrainte, par exemple, les prélèvements. Prélèvement de sang, c'est une contrainte.
Et ça, il sait très bien ce que c'est, il voit très bien, c'est un peu douloureux, ça peut le fatiguer, il y a un certain nombre d'idées qu'il y a derrière. En revanche, quand on lui parle des effets indésirables, qui sont des risques, en plus, ce sont des risques qui ne surviennent pas chez tout le monde, là, ça devient beaucoup plus compliqué à expliquer et pour le patient, c'est quelque chose qui apparaît comme secondaire, alors que pour l'investigateur, c'est essentiel. C'est même plus important que les contraintes. Et puis, il y a la distinction entre bénéfice individuel et collectif. Le bénéfice individuel, ça, c'est l'accès au traitement, d'accord, c'est assez vite compris. Mais le bénéfice collectif, c'est quoi? Alors, par exemple, c'est la construction ou c'est la réfection du centre de santé. Disant, voilà, on va vous refaire le centre de santé, comme ça, nous, on pourra travailler correctement, et vous aurez ensuite un centre de santé qui sera tout neuf. Oui, mais est-ce que c'est vraiment équitable? Est-ce que toute la population en bénéficie? Quelquefois, ça peut poser problème. Et puis enfin, le contexte socio-économique qui est très important parce que qui dit que la personne qui va participer à un essai clinique est prise en charge gratuitement, donc ça va l'inciter à accepter de participer à l'essai clinique. Il a plus de difficultés à refuser encore, outre les difficultés que j'ai signalées tout à l'heure, refuser d'être pris en charge gratuitement alors que le traitement habituel est payant, c'est un peu un non-sens. Enfin, le principe de justice en Afrique subsaharienne, c'est le partage des ressources au sein de la communauté, ça je viens d'en parler, c'est la sélection des participants, toujours très compliqué. Nous appliquons des critères d'inclusion, mais il y a des participants qui ne comprennent pas pourquoi, enfin des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par le traitement et qui ne comprennent pas pourquoi on les rejette. Et donc, par conséquent, ils estiment que c'est injuste. Pourquoi lui, il a été pris et pas moi? Donc, il faut bien expliquer cela et évidemment prendre en compte tous les différents aspects tenant à cette question. Et puis, ce qui est très important, c'est que les objectifs soient en harmonie, en pertinent par rapport aux besoins du pays. On ne va pas tester un médicament pour une maladie qui n'existe pas, simplement pour vérifier qu'il est bien toléré. Enfin, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus, ça c'est peut-être fait. Mais maintenant, on fait effectivement très attention à ça. Il faut être bien cohérent sur les objectifs de notre essai clinique. Et enfin, la valorisation des résultats auprès de toutes les parties prenantes. Donc, l'information, très important, il faut bien expliquer tout cela, à la fois au niveau communautaire et au niveau individuel. Il faut être complet, détaillé, et surtout faire attention aux référents culturels et aux concepts abstraits, comme le placebo, les risques, etc. Et puis, il y a la forme, j'en ai parlé, la traduction qui doit être authentifiée, avec le problème de la langue locale, les expressions imagées. Quand on dit, pour nous, avoir mal au cœur, c'est avoir envie de vomir, c'est avoir des nausées. En Afrique, non. Dans beaucoup de communautés, avoir mal au cœur, c'est avoir mal au thorax. C'est une douleur. Donc, bien faire attention quand on utilise un certain nombre d'expressions dont on a l'habitude et qui ne sont pas comprises de la même façon. Un point très important. Quand on fait un essai clinique, il y a toujours un juriste derrière pour vérifier que tout ce que l'on fait, ce que l'on dit, et en particulier le contenu de l'information, lui permet d'éviter des problèmes en justice. Mais alors, il faut évidemment qu'il valide le contenu de l'information, mais ce n'est pas lui qui rédige, parce qu'il va mettre en place des termes et des clauses qui ne sont absolument pas intéressantes pour nous, et qui sont simplement destinés à protéger le promoteur de l'action en justice. Donc ça, ce n'est pas une bonne démarche. La bonne démarche, c'est que l'information soit compréhensible et adaptée aux objectifs. Je passe très rapidement sur le choix des variables. Il faut évidemment éviter les examens complexes et coûteux. Il faut définir les variables et comment on les collecte, les limiter pour éviter d'avoir toute une liste de variables dont on ne fera rien finalement. Donc, ne conserver que celles qui non seulement sont les plus signifiantes, mais surtout qui seront utiles.
Voilà, donc ça, je passe assez rapidement. Le problème des rumeurs, qui est un problème très, très important, avec le problème du prélèvement, hein, la représentation symbolique du sang et de tout prélèvement d'une façon générale, et puis cette rumeur d'utilisation illicite du prélèvement. Qu'est-ce qu'on va faire du sang? Il faut donc bien expliquer ce à quoi il va servir, pourquoi on prend du sang et comment on va s'en servir. Le médicament, on sait bien maintenant que très souvent en Afrique, les vaccins notamment sont accusés de stériliser les femmes. Et donc ça, il faut être très prudent sur ce point-là et dans les mots que l'on emploie. Et puis, une expérience que nous avons eue au Niger aussi, on menait nos essais cliniques dans un centre de recherche. Il se trouve que dans ce centre de recherche, on faisait aussi des essais, enfin des expérimentations, notamment sur le singe, et ce rapprochement a été très mal vécu par un certain nombre de personnes, et donc par conséquent, il y a eu des rumeurs à partir de cet amalgame entre l'essai clinique chez l'homme et les expérimentations sur le singe. Donc, le principe de l'essai pragmatique randomisé, qui est assez ancien, il a été décrit par Schwartz et Lelouch en 1967 pour des essais cliniques sur les cancers. Hein. Il est tombé un peu en désuétude, mais ce qui est très important, c'est qu'il essaye, son objectif, c'est de tester une attitude, un médicament ou un traitement dans la population, dans le monde réel. Hein. Et donc, vous avez là deux phrases de McClure, qui est un grand spécialiste des essais cliniques, et qui montre cette différence. Si, par exemple, alors, dans les essais cliniques randomisés pragmatiques, visent aussi à comparer le bénéfice de deux traitements hein, dans le monde réel, comme je viens de le dire, mais ce sont des essais qui ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire qu'on va accepter des différences entre les groupes, à condition qu'on sache de quelle différence il s'agit. La représentativité des patients est essentielle, c'est le fondement même. Il faut que le résultat soit applicable à tout le monde, à tous. Et donc, l'inclusion des patients ne sera pas sélective. On prend tous les patients qui se présentent, quel que soit leur statut, de façon à avoir la meilleure représentativité de ces patients. Avant le traitement, on fait une randomisation de façon à ce que les deux groupes soient, si possible, homogènes. Et pendant le traitement, on ne fait pas d'insu. On sait très exactement ce que l'on donne et à qui. Et on peut même modifier le traitement, on peut même l'optimiser, c'est-à-dire rajouter un autre médicament à un patient qui en a besoin, ce qui est interdit dans un essai clinique randomisé explicatif. Ou alors il faut faire sortir le patient de l'essai. Mais là, non, on le laisse dans l'essai, mais on lui donne les traitements supplémentaires dont il a besoin sur la décision du médecin traitant, de l'investigateur. Et après le traitement, on considère absolument tous les patients en intention de traitement, de traiter. Et il n'y a pas de test statistique, on n'a pas besoin d'effectuer des tests statistiques, puisque l'idée, c'est d'estimer quel est le traitement qui a donné les meilleurs résultats, en se donnant évidemment un critère de résultat, un ou plusieurs critères de résultats que l'on va évaluer à la fin de l'essai. Donc, on va chercher le bénéfice de l'un des deux groupes, le meilleur bénéfice. Donc, on peut avoir des critères multiples à partir du moment où ils sont bien identifiés et où ils sont bien cohérents avec le contexte. On a un témoin qui est connu, qui reçoit le traitement de référence, qui mène un traitement qui est a priori considéré comme meilleur, mais qui présente un certain nombre de défauts, d'inconvénients. Je vais y revenir. Il n'y a pas de comparabilité forcément, hein, il suffit de respecter le protocole, bien entendu, mais on a l'autorisation d'optimiser le traitement. Et chose qui a beaucoup déplu à nos amis statisticiens, et si parmi vous il y en a, je m'en excuse auprès d'eux, on n'a pas un risque alpha de 5%, on a un risque alpha de 100%. Et on n'a pas un risque bêta
de 20%, on a un risque bêta de 0%. Ce ne sont plus des éléments que l'on prend en compte. Et en particulier, le problème, c'est que puisqu'on n'a pas de risque bêta, on ne peut plus faire de calcul d'effectif, puisque le calcul de l'effectif se fait à partir du risque bêta. Et bien là, on va utiliser le risque gamma qu'on n'utilise jamais dans un essai clinique randomisé explicatif, mais c'est lui qui va définir l'effectif. Je rappelle que le risque gamma, c'est celui d'avoir une réponse une fausse réponse dans les résultats. Une réponse inverse à celle que l'on observe. Donc le choix entre essai pragmatique et explicatif, il tient sur deux postes. Premièrement, la réponse à la question, quel est le meilleur traitement? S'il y a un seul critère, il est explicatif, on va utiliser un essai clinique randomisé explicatif, mais si on cherche le plus avantageux sur plusieurs critères, par exemple le coût, par exemple le plus simple à administrer, etc., on va choisir l'essai clinique randomisé pragmatique. Et puis le contexte, si on veut une différence significative entre deux traitements de façon extrêmement rigoureuse, avec une forte validité interne, c'est un essai clinique randomisé explicatif. Si par contre on veut choisir des traitements qui ne sont pas forcément aussi efficaces l'un que l'autre, mais il y en a un qui est plus cher, qui est beaucoup plus cher, l'autre qui est plus difficile à administrer, etc., on va prendre l'essai clinique randomisé pragmatique. Donc là, je vous laisse ce tableau, je ne vais pas le détailler, je vous laisse ce tableau, vous pourrez y revenir. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que au final, on a beaucoup plus de facilité à mener un essai clinique randomisé et on a une décision à la fin qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'on choisit quel est le groupe qui a été finalement, qui a le plus bénéficié du traitement, et c'est ce traitement-là que l'on va appliquer de façon plus générale. La valorisation des résultats, point très important, il faut, au niveau individuel, c'est malheureusement très rarement fait, mais il faut dire aux patients quel a été le résultat et si finalement le traitement qui a été testé, quel est le traitement le meilleur, et évidemment le lui appliquer si c'est encore nécessaire. Au niveau communautaire, par des réunions de quartier ou des réunions focales, bien entendu, au niveau des autorités administratives et politiques, et puis finalement les publications scientifiques. Mais là aussi, il faut bien définir la cible. À qui veut-on porter, faire connaître les résultats? On ne cherche pas forcément une revue à fort impact. Ce n'est pas la peine, par exemple, dans un pays francophone, de rédiger, de faire un article en anglais dans une revue internationale qui n'est pas lue localement. Il faut viser les praticiens qui sont directement intéressés par les résultats et donc, par conséquent, dans une revue locale, faire un article en français si c'est un pays francophone. Alors, est-ce qu'on peut faire des essais cliniques avec des plantes médicinales? C'est compliqué parce que on a bien vu que les démarches scientifiques, les démarches intellectuelles n'étaient pas du tout les mêmes. Et d'une façon générale, on va avoir beaucoup de mal d'abord à avoir un produit réellement standardisé et que l'on va pouvoir réutiliser, hein, puisque si on prend des plantes, les plantes peuvent, la concentration en principe actif peut varier, on n'a pas de poids précis, on n'a pas forcément une explication sur les effets et les modes d'action de la plante, donc on ne sait pas très bien comment elle agit et pourquoi et comment. Il n'y a pas de préparation galénique, mais si on arrive à résoudre au moins en partie ces différents points, il faut bien évidemment mener un essai clinique randomisé, pragmatique, puisque c'est bien là qu'on va voir si elle est bénéfique, cette plante, ou pas. Donc en conclusion, je dirais que l'essai clinique est une expérimentation. Elle doit être contrôlée rigoureuse s'il s'agit d'un essai clinique randomisé explicatif. Elle n'a pas besoin, elle ne doit pas être contrôlée s'il s'agit d'un essai clinique randomisé pragmatique, mais elle doit être rigoureuse quand même, hein, c'est clair, la méthodologie subsiste.
L'application directe des procédures que nous avons dans les essais cliniques qui sont menés aux normes ne doit pas être systématique, et en particulier au niveau des aspects éthiques et juridiques, il doit y avoir une adaptation, hein, et les objectifs que nous menons doivent être en cohérence avec le contexte local. Voilà, je vous remercie. Merci énormément pour cette visioconférence pleine de renseignements et extrêmement utile. Avant d'aller dans la période de questions, j'aimerais vous lire, si vous permettez, un commentaire de quelqu'un qui a déposé ce commentaire-là dans le chat et je le trouve, comment je dirais, donc inspirant. Donc, je vais vous le lire et puis après ça, il y a une toute petite question associée à ce commentaire. Cher professeur Jean-Philippe, merci pour cette conférence très intéressante et enrichissante. Vous avez évoqué la présence d'un centre de recherche clinique dans mon pays, le Niger, et en particulier à Niamey. Merci d'en avoir parlé. Du coup, il serait intéressant, si j'arrive à être impliqué dans ces activités de recherche indispensables et enrichissant pour mon avenir professionnel, mais pour une bonne maîtrise de l'environnement en Afrique. Le commentaire vient de M. Boukapar Adamou Limon. Et voici sa question maintenant. Cher professeur, en quoi puis-je contribuer en tant que jeune chercheur dans mon pays? C'est une question qui est complexe, mais oui, ça méritait d'être, je trouvais ça beau. On peut participer et s'impliquer de plein de manières. Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut avoir une formation qui permette de maîtriser la méthode, les différents aspects de la clinique, et en particulier de l'essai clinique randomisé pragmatique qui est très peu utilisé malheureusement, qui est mal connu, et là il faudrait vraiment le développer. Ça pourrait être une première implication, c'est de développer ces essais cliniques pragmatiques qui ne sont pas très compliqués à réaliser et qui donnent des résultats extrêmement intéressants parce que complètement axés et complètement fondus, si j'ose dire, dans l'environnement, dans la vie réelle. Une autre manière de participer, c'est d'identifier les problèmes qui se posent en termes de médicaments insuffisants, de médicaments mal tolérés, de médicaments trop chers, de médicaments qu'il faut remplacer ou qu'il faut améliorer. Donc ça, c'est une chose. Et puis, si on veut s'intéresser à la médecine traditionnelle, il faut faire évoluer les choses et faire en sorte que la médecine traditionnelle, pour au moins une partie des éléments dont j'ai parlé, et en particulier la préparation de la plante, il faut absolument que ça se fasse dans des conditions correctes et en identifiant bien la plante et en mesurant la teneur en principe actif, etc. Et éventuellement en concentrant, hein, en faisant l'extraction du principe actif et en le concentrant. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de possibilités, que ce soit pour un médecin, pour un personnel de santé d'une façon générale, personnel soignant d'une façon générale, sage-femme, infirmier, etc., et pharmacien, pour ces différents aspects. Je rappelle à tous ceux, parce que nous sommes nombreux, ceux qui veulent poser des questions, peut-être lever la main. Donc, vous avez dans le bas de votre écran le bouton réaction, et si vous cliquez dessus, vous allez voir la petite main apparaître. Donc, levez la main et puis moi, je vais alterner, je vais me promener d'écran en écran pour essayer de trouver les petites mains levées. Et à ce moment-là, vous activerez votre micro. J'aimerais, parce que vous avez parlé de la plante, puis on sait que la pharmacopée, africaine, c'est justement, et j'ai beaucoup aimé l'essai randomisé pragmatique. Si on veut être précis, par exemple, dans un exemple, et qu'on prend n'importe quelle plante et qu'on sait que cette plante-là, son feuillage, par exemple, quand vous faites une tisane, ben, ça fonctionne, etc. Est-ce qu'une façon standardisée de le faire pourrait être, par exemple, lyophiliser le feuillage,
en arriver avec une poudre, par exemple, et puis après ça, faire des essais calibrés, dire, ben, je ne sais pas, moi, 1 mg, 10 mg, 100 mg, etc. Est-ce que ça serait une façon acceptable, selon vous, de préparer un essai clinique randomisé pragmatique? Oui, à condition qu'on se soit assuré que la teneur en principe actif de la plante est constante. Ben, c'est ça qui est le problème souvent. C'est C'est le problème. ça qui est le problème. Alors, il y a deux solutions. Soit, effectivement, on naturalise, si j'ose dire, la plante, c'est-à-dire qu'on la cultive et on obtient un plant qui contient toujours la même quantité de principes actifs. Donc, ça, il faudrait demander à des agronomes de mener cette recherche. Soit on fait une extraction et avec un procédé de colorimétrie classique, on mesure la teneur en principe actif et effectivement, on peut lyophiliser le produit, on peut le mettre en fiole, etc., de façon à avoir une quantité connue de principes actifs. Ce n'est pas très compliqué sur le plan pratique, et ça peut se faire dans la plupart des laboratoires de pharmacognosie en Afrique. Simplement, il faut être un peu rigoureux. Merci. Je vois une main levée. Le professeur assistant Wakan Sako, s'il vous plaît, activez votre micro et posez la question. Il y a une autre question intéressante après aussi. Bon, mais vas-y, Étienne, parce que je pense que je lis dans le chat une question qui me paraît importante. Pourquoi cette distinction et le besoin de faire une adaptation de la méthodologie aux pays africains? Ah oui. Autrement dit, pourquoi... Excusez-moi, j'avais eu du mal à avoir mon micro. Bonjour. Bonjour. Oui, Docteur Sako, bonjour. Pharmacien correspondant pour le Mali de la Société francophone. Oui, on vous écoute. Elle désactive son micro. Je ne sais pas ce qu'elle fait, là, mais elle désactive son micro, la madame. Je vais essayer d'y activer. Et le son. Voilà. C'est bon? Ça y est. Oui, allez-y, madame. Répétez la question. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, professeur Chipo. Oui, bonjour. Et docteur Sako, correspondant du Mali, de la Société francophone. Ma question, c'est par rapport au comité CCPRB. Comment ça se passe en Afrique? Et est-ce que vous arrivez à avoir leur avis avant le démarrage de tout essai dans les pays où vous êtes en activité en ce moment? Merci pour la réponse. Alors, non seulement, d'une façon générale, les comités d'éthique, que ce soit des comités nationaux ou des comités institutionnels, les comités d'éthique fonctionnent bien. Il y a eu une période assez longue au cours de laquelle les standards n'étaient pas bien maîtrisés, où les discussions n'étaient pas toujours pertinentes. Mais depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on a maintenant des comités d'éthique dans pratiquement tous les pays, en tout cas tous ceux dans lesquels je travaille, ça c'est sûr, des comités d'éthique qui analysent correctement les protocoles et qui font des remarques tout à fait pertinentes et judicieuses. Et alors je répondrai de façon, je ne commence jamais un essai clinique sans avoir l'accord du comité d'éthique. Ça, c'est une première chose. En principe, j'ai 2 comités d'éthique, un au nord et un au sud, dans le pays où je travaille. Et donc, j'attends d'avoir l'accord des 2 comités d'éthique que je soumets, ces 2 accords, aux autorités administratives, au ministère de la Santé, et j'attends d'avoir l'autorisation administrative de mener l'essai clinique avant de le commencer. C'est un principe de base, et jusqu'à présent, je n'ai jamais dérogé à ça. Étienne, tu avais une question dans le chat, je pense? Oui, d'accord, merci. Chat, une question intéressante. Pourquoi cette distinction et le besoin de faire une adaptation de la méthodologie aux pays africains? Autrement dit, pourquoi faire des essais pragmatiques?
Voilà. Alors, l'essai pragmatique, il ne se fait pas qu'au sud, hein, il se fait aussi au nord. Et je regrette qu'il ne soit pas plus fréquent au nord et en particulier en France, parce qu'il répond à des questions extrêmement pertinentes. La principale raison, c'est que l'essai pragmatique exige une réponse à la fin. C'est-à-dire qu'un essai pragmatique ne peut pas se satisfaire d'une réponse que l'on voit souvent dans les essais cliniques, qui est que le produit testé est similaire, enfin, n'est pas significativement différent du contrôle. Quand je ne parle pas du placebo, je parle d'un médicament de référence. Et on a, c'est vrai dans les pays, en France c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai aussi au Canada ou ailleurs, mais en tout cas en France ça se confirme, on a très souvent de nouveaux médicaments qui n'apportent aucun bénéfice par rapport à un ancien médicament de la même classe, mais qui est beaucoup plus cher, auquel on donne malheureusement une autorisation de mise sur le marché, ce qui fait qu'on n'aura pas de bénéfice pour le patient, mais par contre, on aura un coût plus élevé pour la société. Et donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc, je l'appliquerai aussi, mais en Afrique, c'est particulièrement intéressant, d'abord pour cette raison, on a une réponse, c'est mieux, le traitement A est meilleur que le traitement B, ou l'inverse, peu importe, et on a obligatoirement une réponse, on ne peut pas arriver sur les deux produits sont équivalents, et surtout, on a tout un ensemble de critères. J'insiste beaucoup sur le fait que l'essai clinique randomisé explicatif, il n'y a qu'une seule variable et il n'y a qu'un seul critère. Le critère, ça sera par exemple l'arrêt de la douleur dans les 2 heures qui suivent l'administration d'un antalgique. Mais il n'y a rien qui sera dit au sujet du mode d'administration, de la simplicité du traitement, du coût de la molécule, des effets indésirables, etc., etc. En revanche, dans l'essai pragmatique, tout ça c'est pris en compte. C'est-à-dire que, certes, on va avoir comme critère l'efficacité, sur un ou plusieurs critères d'ailleurs. On pourra dire, c'est ce que j'utilise par exemple pour les essais cliniques que je mène sur les enzymations, on va avoir l'efficacité à 2 heures, 4 heures, 12 heures, 24 heures, et on va... Alors évidemment, ça peut être assez contradictoire et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de tests statistiques parce que sinon on va dans le mur. Mais par contre, on va pouvoir dire effectivement pour tel symptôme, ça c'est plutôt mieux que ça. Mais il y a aussi le coût qui va rentrer en ligne de compte, mais il y a aussi la simplicité du traitement, mais il y a aussi l'accessibilité du médicament, etc., etc. Et donc, c'est en faisant la synthèse de tout ça qu'on va déterminer si le traitement A est meilleur que le traitement B, ou l'inverse. Et je pense que c'est particulièrement intéressant en Afrique. Merci. Il y a une autre question. Il y a une main levée. Ah, excuse-moi, Étienne. Non, juste parce que juste un petit commentaire. Je crois que c'est important ce que tu dis concernant les essais pragmatiques, parce que les essais explicatifs, il faut bien voir que c'est extrêmement lourd, c'est très difficile pour qu'ils soient... Alors, j'allais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains. Laissez les gens du Nord faire des essais explicatifs, des essais extrêmement lourds sur le plan méthodologique, etc. Et concentrez-vous sur des essais pragmatiques. Et les essais pragmatiques, ça ne veut pas dire on prend une population de malades puis on regarde un peu ce que ça donne, comme il est fait parfois. Ce sont des essais randomisés, pragmatiques. Et c'est d'autant plus intéressant que la population qui a été étudiée dans l'essai explicatif, c'est-à-dire qui a permis de bien cadrer l'efficacité et la tolérance d'un médicament, n'est pas forcément la même dans une autre population, pour des raisons génétiques, pour différentes raisons, ça on le sait. Écosystème. Et ça, c'est extrêmement important de faire des essais pragmatiques qui permettent de vérifier précisément si l'efficacité qui a été démontrée se retrouve ou pas dans la population à laquelle on a affaire. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. Important.
Il y a une question, il y a une main levée. J'essaie d'activer votre son. C'est Madame ou Monsieur Diallo. OK, allez-y, Monsieur Diallo ou Madame Diallo. Votre micro est ouvert maintenant. Et bonjour à tous et merci pour la présentation. Je voudrais savoir, dans vos programmes d'essais cliniques, si vous avez une partie consacrée aux essais cliniques à partir de probiotiques pour pallier les cas d'infection cervico-vaginale en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal. Alors, personnellement, non. Je ne travaille pas du tout sur ce créneau. Moi, j'ai surtout travaillé sur des molécules distribuées à large échelle, hein, c'est-à-dire, par exemple, l'ivermectine pour l'onchocercose, le praziquantel pour la schisto, donc des essais cliniques à large échelle hein, qui réunissaient plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui avaient une visée préventive. Hein, l'ivermectine pour empêcher la cécité due à l'onchocercose, le praziquantel pour empêcher les pyélonéphrite, enfin les dégâts urinaires, enfin les dégâts rénaux dans la bilharziose urinaire, etc. etc. J'ai mené très peu d'essais cliniques individuels en dehors des enzymations, mais c'est à part puisque c'est une pathologie d'urgence. Voilà. Et puis des vaccins, bien sûr. Hein. Vaccins contre les méningites, alors les méningites à hémophilus, les méningites à méningocoque, etc. etc. Merci. Il y a un commentaire dans le chat que j'aimerais vous lire parce que c'est aussi intéressant. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette conférence. Lorsque nous aurons le lien YouTube, et à ce propos, si vous allez dans le fil de discussion, je viens de mettre le lien YouTube sur lequel se retrouvent toutes les visioconférences depuis je ne sais plus combien de temps, il doit y en avoir une centaine. Et celle du professeur Chipot va être déposée d'ici demain ou après-demain. Donc, lorsque nous aurons le lien YouTube de la conférence, je partagerai ce lien avec les 4 comités nationaux d'éthique que nous accompagnons à travers l'initiative camerounaise de bioéthique Cambin, projet SNE-CFA. Ces comités sont ceux du Mali, du Niger, du Cameroun et du Tchad. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres questions, d'autres commentaires? Étienne, vas-y. Je voudrais juste rajouter un mot parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais des difficultés pour recopier les adresses mail de tout le monde. Et précisément, Madame Odile Oukem, dont tu viens de lire le message, m'a envoyé, elle a su recopier la liste des mails. Et donc, je voulais la remercier au passage. Odile Oukem à la chaire de bioéthique au Cameroun. Je suppose que c'est à Yaoundé. Donc, merci beaucoup pour avoir fait ce travail. Ben, si vous pouvez nous dire comment vous avez fait, chère madame, ça serait très intéressant. Puis je constate que vous êtes certainement plus jeune qu'Étienne et moi. Je confirme. Bonjour à tous. Oui, à peine plus jeune. Jean-Philippe est un de mes premiers patrons. Quand on était justement au CERMES. Donc, il y a 2 façons de faire. Il y a copier-coller comme vous l'aviez dit. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. L'autre façon, en bas de la boîte de dialogue, vous avez un certain nombre d'icônes de format, capture d'écran, fichier et les émoticônes. Et vous avez aussi 3 petits points. Et sur les 3 petits points, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer la discussion ». Donc, en fait, ça l'enregistre et quand la réunion Zoom va se terminer, il y a un fichier texte qui va se créer quelque part sur votre ordinateur et auquel vous pourrez accéder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, le fichier texte apparaît lorsqu'on envoie l'enregistrement sur l'ordinateur. OK. Est-ce que je vois que M. Gonessa a la main levée? M. Gonessa, j'active votre micro et vous pouvez poser votre question. Et on s'en va vers la fin parce qu'il reste 14 minutes de liens disponibles. OK. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Gonessa, République centrafricaine. Et donc,
en fait, je voudrais savoir, concernant les essais cliniques randomisés, comment est-ce que je pourrais avoir une idée sur la planification de la prise en charge des effets indésirables? C'est-à-dire, vous voulez avoir quoi sur les indésirables? Si, par exemple, dans un cas d'essai clinique randomisé et que voilà, certains participants voilà, présentent des effets indésirables tels que des réactions allergiques, par exemple, dans le cas du traitement par l'ivermectine, peut-être. Donc, du coup, comment est-ce que, voilà, on organise la prise en charge de ces participants? Est-ce que c'est planifié avant? Comment est-ce que ça se fait dans une certaine mesure? Comment est-ce qu'on aboutit à l'organisation de cette prise en charge? Alors, ça fait partie du protocole. C'est-à-dire que dans le protocole, vous devez inscrire d'une part les effets indésirables que vous suspectez avec une liste et la manière dont vous allez recueillir l'information. Et puis, vous allez organiser, c'est-à-dire que vous avez des effets indésirables qui sont immédiats, c'est-à-dire dans les 2 heures qui suivent l'administration du produit, des effets intermédiaires, c'est-à-dire dans les 2-3 jours qui suivent l'administration du produit, certains produits beaucoup plus tardifs, en principe, surtout les produits injectables, les protéines injectables, enfin, qui sont administrés par injection, et dont on va rechercher des éventuels effets indésirables 15 jours à 20 jours après l'administration. Vous allez mettre en place des rendez-vous. Alors, ces rendez-vous peuvent être physiques, c'est-à-dire que bon, les 2 premières heures, évidemment, vous demandez au patient de rester présent et vous l'examinez dans les 2 heures qui suivent l'administration. Et si vous devez revoir le patient après, vous pouvez l'organiser soit en allant vous chez lui, à condition de connaître son adresse, soit en lui demandant de revenir et éventuellement en lui payant le moyen de transport, parce que c'est souvent le problème essentiel. Et pour les cas vraiment compliqués, de distance, des patients éloignés, etc., vous pouvez le faire aussi par téléphone. Donc prendre, puisque maintenant le téléphone est très répandu, y compris en zone rurale, vous demandez le numéro de téléphone du patient ou d'un voisin, hein, et vous l'appelez pour lui demander si tout va bien. Et s'il y a un problème, à ce moment-là, vous vous déplacez, bien sûr. Mais s'il vous dit que tout va bien, ça dépend un petit peu de la gravité des événements indésirables que vous suspectez. Voilà. Mais ça doit être inscrit dans le protocole. Merci. Écoutez, oui, allez-y, M. Gonessa. Je suis très satisfait de la réponse. Merci beaucoup. OK, bien écoutez, nous approchons de la fin. Moi, je remercie le Dr Chipot pour cette excellente conférence et je vais laisser notre ami, le professeur Lemarié, avec le mot de la fin. Oui, d'abord pour remercier Jean-Philippe Chipot parce qu'effectivement, c'était très, très bien, tout à fait intéressant. Alors, les 2 prochaines conférences. La prochaine, ce n'est pas le jeudi prochain, mais dans 15 jours, le jeudi 11 mai, le docteur Hervé Maisonneuve qui nous fera une conférence sur l'intégrité scientifique en recherche. Je lis le petit mot qu'il nous a donné. Sous la pression de l'évaluation des chercheurs et de la recherche, des chercheurs honnêtes adoptent parfois des pratiques douteuses. Conflits d'auteurs, torture et sélection des données, manipulation des revues, non-déclaration de liens d'intérêt, etc. Développer une recherche responsable basée sur l'honnêteté, une bonne gestion des données, les bonnes relations est un enjeu pour préserver notre système de recherche. Donc ça, c'est le 11 mai et je vous communiquerai le lien Zoom pour cette conférence. Ensuite, le jeudi 25 mai, Michel Bergeron nous fera une conférence sur l'éthique, une délibération en contexte.
Michel Bergeron est professeur associé au département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et il œuvre en éthique de la recherche depuis plus de 30 ans, donc c'est un sujet qu'il connaît très bien. Et ce sera intéressant parce que Jean-Philippe nous a déjà parlé aujourd'hui il a abordé un petit peu l'éthique et ça viendra en complément de ce qu'il a dit. Voilà, eh bien, écoutez, merci à tous. Vous étiez très nombreux. J'ai vu que tout à l'heure, on atteignait 65 personnes en direct, ce qui est beaucoup. Et vous aurez à votre disposition l'enregistrement sur YouTube. On vous communiquera, ou plutôt, on vous a déjà communiqué le lien pour aller sur la chaîne YouTube. Merci à tous. Oui, Yves. Oui, et pour ceux qui revoir. reçoivent le bulletin mensuel, ben, le lien est toujours dans le bulletin. On enverra le bulletin mensuel avant la fin de la semaine, le prochain bulletin. Voilà, merci à tous.